Bien, donc nous allons commencer notre table ronde. Donc comme on a pas mal de retard, on va essayer de rattraper ça. Donc les interventions inaugurales vont être extrêmement brèves, vous allez voir. Et je demande aux intervenants, donc je les en préviens à l'avance et m'en excuse, mais c'est le message qui nous est donné, de s'en tenir à 15 minutes maximum, hein, de manière à ce qu'on puisse avoir un petit bout de débat. Bon, alors, en introduction, ça va aller très très vite. Notre table ronde porte sur les financements internationaux et les programmes nationaux d'accès au sida. Quelles influences? Bon, moi, mon sentiment, je l'ai déjà exprimé d'ailleurs ce matin, je vais le répéter rapidement, c'est que, voilà, depuis le début des années 2000, il y a beaucoup d'argent qui est venu, beaucoup d'argent, incontestablement, et que ça a permis le lancement des programmes ou le changement d'échelle des programmes là où ils existaient, et que bien sûr, il faut se réjouir de ça, mais qu'après quelques années de fonctionnement, on s'aperçoit que les conditions attachées à cette distribution d'argent sont très différentes d'un programme à l'autre et peuvent être, dans beaucoup de cas, très contraignantes pour l'utilisation efficace des fonds. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ces conditions sont différentes d'un programme à l'autre. Les conditions mises par le Fonds global pour libérer, pour utiliser l'argent, ne sont pas celles de la Banque mondiale, hein, pour citer deux des donateurs importants, qui ne sont pas du tout celles du PEPFAR, hein, qui ne sont pas celles de la Fondation Gates, etc., etc. Et pour les opérateurs des programmes, il devient extrêmement compliqué de, je vais employer un mot, je vais faire un brésilianisme, compatibiliser, hein, compatibilisar toutes ces règles pour un usage efficient. De surcroît, c'est aussi une des conclusions de l'étude qu'on a menée, de surcroît, un certain nombre de ces règles ont un effet extrêmement négatif et dévastateur, parce qu'elles dépouillent les opérateurs locaux de l'initiative et du droit de faire certaines choses. Je l'ai dit, par exemple, la plupart des financements de la Banque mondiale sont conditionnés au fait que les achats de médicaments, par exemple, sont effectués par les centrales d'achat accréditées par la Banque mondiale et pas par les centrales d'achat locales. Au lieu de prévoir de l'argent pour renforcer les capacités des centrales locales, parce que c'est quand même ça l'objectif, on dit « Ah, vous n'avez pas les capacités, donc c'est les autres qui vont acheter pour vous ». Bon, il y a beaucoup de problèmes de ce genre, et beaucoup d'autres. Nous, c'est ceux qu'on a repérés. C'est pour ça que je les mets sur la table. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Tout ça pour dire quoi? Que non pas qu'il ne faut pas d'argent international, bien sûr qu'il en faut, et malheureusement, il en faut encore plus. Mais il faut aussi commencer à réfléchir à comment on rend cet argent efficient. Parce que pour le moment, une partie de cet argent, les conditions d'utilisation, ne rendent pas efficiente l'utilisation de ces fonds. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire en introduction. Christine. A questão da relação entre o financiamento internacional e o Programa Nacional, como essa relação se constrói, é uma questão crítica. Como bem colocou na fala, na mesa anterior, a Cristina de Almeida, né, o Brasil conseguiu estabelecer com as agências internacionais um relativo grau de autonomia, né, um grau bastante interessante de autonomia, né. Então, esse é o ponto, me parece, central, né? Existem algumas questões de agências internacionais, como o Correia colocou, que são questões em que há um condicionamento prévio pela agência e que é difícil escapar. Por exemplo, a questão das centrais de medicamentos. Mas há outras questões no financiamento internacional em que os países podem construir um grau de autonomia maior, como o Brasil conseguiu, né? Então, é importante ver o que
é possível romper nessa relação de dependência e o que é possível construir de forma positiva. Então, vamos passar aos apresentadores, né? Passamos então a Fred Bocot. Alors, bon après-midi à tout le monde. J'ai la lourde tâche de vous présenter quelques lignes sur les financements internationaux et les programmes nationaux. Je dis lourde tâche parce que je ne suis pas économiste, mais comme je suis bien encadré, j'espère que ce que je vais présenter pourra inspirer un peu, notamment mon aîné et voisin de droite. Lorsqu'on m'a proposé de participer à cette table ronde, j'ai trouvé que c'était très intéressant, même si c'était une épreuve considérable. Et ça m'a fait penser directement à un projet multidisciplinaire où il y a des économistes et qui consiste justement à partir de la même question. Et on pourrait même un peu l'inverser, plutôt que de se demander comment les financements internationaux peuvent influencer les programmes nationaux, nous proposons de nous demander comment des États, dans des situations très différentes, peuvent aller vers des financements différents. Comme le disait Benjamin, le PEPFAR, ce n'est pas le Fonds mondial, le Fonds mondial, ce n'est pas la Banque mondiale, et les modalités de financement ne sont absolument pas les mêmes. Alors, prenons 3 pays très différents, avec un pays qui s'appelle le Botswana, 1,7 million d'habitants, qui a des ressources assez considérables, où il a réussi à faire, en termes de santé et d'éducation, un accès universel, si j'ose dire. Le Burkina Faso, qui est un des pays les plus pauvres du monde et qui a un taux de séroprévalence de 2%, et le Cameroun, qui est un peu en situation intermédiaire entre les deux. Ces 3 pays ont eu à solliciter des financements internationaux. Le Cameroun, c'est surtout le Fonds mondial, le Burkina Faso aussi, au niveau multilatéral, et le Botswana est financé par le PEPFAR, sachant que pour le Botswana, la contribution du gouvernement est de 80% à la lutte contre le sida. Vous ne le voyez pas sur le tableau. Sur ce tableau, je vous ai juste mis des indicateurs qui montrent le différentiel économique et social entre ces 3 pays, avec un facteur qui est très important. Vous voyez que les indicateurs du Botswana sont meilleurs que les 3 autres, sauf pour ce qui concerne la mortalité de l'adulte, qui est directement liée à son taux de séroprévalence très élevé. Alors, la question est de savoir comment ces 3 pays ont organisé des programmes nationaux de lutte contre le sida et quels financements ils sont allés solliciter. Je voudrais en profiter pendant 2 secondes pour rappeler donc que les données qui vous sont présentées ici, ne viennent pas que de moi, elles viennent aussi de mes collègues avec lesquels je travaille sur ce programme comparatif. Donc les données sur le Botswana ici proviennent de ma collègue Fanny Chabrol, de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui est spécialiste du Botswana. Donc, on vous l'a déjà dit ce matin, donc accès gratuit et universel à l'ensemble des citoyens botswanais séropositifs éligibles depuis 2002, avec une originalité au niveau du programme botswanais qui est le partenariat tripartite HEP, qui comprend le gouvernement, la Fondation Bill et Melinda Gates, le laboratoire Merck, et qui reçoit l'implication très forte de l'ancien président botswanais, Festus Mogae, qui, comme je vous le disais ce matin, est en tête de ce procédé. Donc avec une augmentation rapide, depuis 2004, des personnes bénéficiaires du programme. Alors, cette configuration met en lumière une présidentialisation très forte de l'action publique et des institutions qui sont un peu dans l'ombre du président. Ce matin, un collègue me posait la question de savoir comment ça se passe au niveau de la société civile au Cameroun. Je pourrais aussi lui répondre par rapport au Botswana, qui est un modèle absolument inédit, où la société civile face au sida est d'une extrême faiblesse, simplement parce que, une des hypothèses, c'est que les financements qui viennent du gouvernement botswanais vers la société civile paralysent cette société civile, qui a finalement l'impression qu'elle ne peut pas agir en dehors du cadre gouvernemental, parce que c'est ce gouvernement-là qui finance toutes les activités des associations au Burkina Faso. Donc au niveau des partenaires internationaux, on a surtout le PEPFAR, à 80-90% du financement de la lutte, le gouvernement.
Et on assiste peut-être, avec le changement de président au Botswana depuis avril dernier, on va peut-être assister à un changement de nos configurations, parce qu'on a l'impression que le président actuel n'est pas, il n'a pas le même style politique vis-à-vis du VIH que le précédent. Je voulais vous présenter le Burkina Faso par le biais d'une plateforme qui est extrêmement originale et qui représente vraiment ce pays, qui s'appelle le PAMAC. C'est un programme d'appui à la mobilisation associative et communautaire. Et c'est un programme d'appui qui comprend en même temps le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, donc un organe gouvernemental, qui comprend un partenaire technique et financier qui est le PNUD, et qui gère donc les financements et l'appui technique de la majorité des associations au Burkina Faso. Je vous rappelais ce matin que par rapport aux deux autres pays en question ici, le Burkina Faso est le pays où un certain nombre de patients, 25%, sont pris en charge au niveau des associations. Donc le financement de cette plateforme est d'une importance capitale pour les associations et pour les 25% de patients qui sont pris en charge. Des trois pays dont nous parlons, le Burkina Faso est le pays où les médicaments sont encore payants. Mais quand on dit encore payant, il faut apporter beaucoup de nuances, parce que les 25% de patients qui sont suivis en association ne payent pas ces médicaments et profitent justement des financements qui passent soit par le PAMAC, soit par des organisations non gouvernementales internationales comme Médecins sans frontières. Alors ici, vous avez un tableau qui représente un peu les différents partenaires du Cameroun entre 2004 et 2006. Au niveau des financements. Donc je ne vais pas vous les lister parce que je ne vais pas garder la parole longtemps. Mais là, on a un tableau qui nous montre, au niveau de l'implication de la Banque mondiale, du Fonds mondial, de l'Union européenne et des partenaires bilatéraux, le flux de financement au Cameroun donc entre 2004 et 2006, sachant que le financement de la Banque mondiale, qui est marqué ici, en francs CFA, était un financement qui couvrait la période 2000-2005. Là aussi, ce sont les différents types de financements suivant qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux, avec le Fonds mondial aussi et les ONG, toujours au niveau du Cameroun. Là encore, on a différents partenaires, plus les ONG qui interviennent toujours au niveau de l'appui au gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre le sida et en particulier de l'accès aux médicaments. Mais c'est plus global ici que l'accès aux médicaments, puisqu'il y a des initiatives qui vont concerner la formation, la sensibilisation, etc. Voilà. C'est un peu ce tableau que je voulais vous montrer pour qu'on puisse aussi discuter, non pas en termes strictement économiques, mais aussi en termes de régulation sociopolitique, comment tous ces acteurs, d'un pays à l'autre, vont avoir des influences différentes en fonction des différences entre les gouvernements et en fonction même des influences relativement moindres que les partenaires internationaux vont avoir suivant ce que j'ai envie d'appeler, même si ce sont des pays peu puissants, suivant la puissance de ces différents pays. Pour contraindre le gouvernement botswanais à s'orienter vers telle ou telle direction, ce n'est pas aussi simple parce qu'il a les moyens de sa propre politique. Et quand on dit par exemple que le PEPFAR américain est très contraignant, il faut savoir que ces contraintes du PEPFAR américain ressemblent beaucoup aussi aux propres dynamiques du gouvernement botswanais. Quand on parle du PEPFAR qui est assorti de politiques de prévention assez strictes, voire un peu moralistes, je voudrais juste souligner ici que le Botswana n'a pas attendu les États-Unis pour avoir une prévention qui est vraiment portée par des discours moralistes, voire même un peu contre-productifs. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps, mais je voulais juste lancer le débat à partir de ces quelques éléments. Je vous remercie. Passamos agora ao Carlos Passarelli. Enquanto eles colocam a apresentação, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, agradecer o convite feito pela Cristina Poças e pela comissão organizadora, mas na verdade foi menos um convite, mas eu que me inseri aqui para falar sobre o Unitaid, na medida em que a programação inicial do evento
previ a participação do Dr. Paulo Teixeira, que, na questão dos mecanismos financeiros, iria falar sobre o Fundo Global, né? E que tem muito mais experiência nisso do que eu. Eu não pude, eu tinha que estar em Genebra ontem, para a reunião do UNITAID, que é o objeto da minha fala aqui hoje, mas em função de um temor dos meus superiores com relação à gripe suína, eles me recomendaram de não viajar. E como o Paulo já estava em Genebra, então eu pedi que o Paulo me substituísse na reunião do UNITAID, e como uma mão lava a outra, eu estou aqui substituindo nesta mesa, mas eu não vou falar sobre as mesmas coisas que ele falaria, mas talvez no debate a gente possa trazer a questão do Fundo Global, na medida em que, pela apresentação que me precedeu, a gente vê que é uma questão extremamente importante quando a gente fala em África. Então, o foco da minha apresentação vai ser justamente sobre a UNITAID, que é a chamada Central Internacional de Compra de Medicamentos, que é um dos mecanismos financeiros, é considerado um mecanismo financeiro inovador no âmbito do combate à pobreza e à fome. Como é de conhecimento de quase todos vocês, houve um encontro do presidente do Brasil, o presidente Lula, com o então presidente francês Jacques Chirac, e neste encontro, em 2005, ambos decidem estabelecer uma parceria entre os dois governos para convidar outros governos e outras instituições internacionais a se engajar num esforço internacional com vistas à redução da pobreza em função da miséria e da fome, né? Aí os grupos de especialistas dos dois países, de França e Brasil, começaram a pensar em mecanismos que pudessem viabilizar ou atender aos anseios dos dois presidentes, e criou-se então, lançou-se a ideia de criar um fundo a partir da taxação de bilhetes aéreos, tanto em viagens nacionais quanto internacionais, e se elegeu como foco de atuação ou de objeto deste fundo a questão da saúde, principalmente nos respeito a essas 3 doenças que são consideradas doenças emergentes, como AIDS, tuberculose e malária. Mas por que trabalhar com a ideia de mecanismos financeiros inovadores, né? Por que não utilizar as estruturas e os fundos existentes para financiar essas questões relacionadas à miséria, ao combate à miséria e à fome? Primeiro que há uma avaliação no âmbito não só das agências das Nações Unidas, mas dos próprios governos, de que as ações em curso com vistas a atingir as metas de desenvolvimento do milênio, elas são insuficientes ou elas são insuficientemente financiadas, né? De que é necessário encontrar recursos suplementares, recursos adicionais, se de fato existe o compromisso político para atingir as 8 metas de desenvolvimento do milênio até 2015. Ao mesmo tempo, há uma intenção de explorar alternativas, né, para temas que são relacionados ao desenvolvimento das nações, ao desenvolvimento dos países. Questões essas que não têm sido respondidas pelos sistemas atuais vigentes. Então, por exemplo, eu cito aqui o caso da inovação e da saúde pública, com a mencionada ontem Estratégia Global para a Saúde Pública, Inovação e a Propriedade Intelectual, onde se evidencia muito claramente que as questões de saúde pública e de inovação em saúde pública não conseguem ser solucionadas com, por exemplo, o sistema de propriedade intelectual vigente, de que é necessário encontrar sistemas alternativos para que se possa solucionar problemas relacionados à saúde pública e à inovação em saúde pública. E o mecanismo financeiro inovador também entra como uma alternativa justamente para que se responda às necessidades de financiar aquilo que não está sendo suficientemente financiado, enfim, que não tem recursos. E, ao mesmo tempo, uma perspectiva de desenvolver modelos de financiamento que sejam permanentes e sustentáveis ao longo do tempo.
né? Então, se a gente toma como exemplo o Fundo Global, a gente não tem a garantia de que o Fundo Global veio para ficar, né? Então, que seria importante encontrar mecanismos financeiros que pudessem, ao longo do tempo, resistir a partir de um compromisso mais perene dos países ou das instâncias financiadoras com aquilo que se pretende financiar. Como exemplos de contribuição voluntária, nós temos as loterias humanitárias, alguns países já implementaram isso, de vocês fazer loterias, né? É esse mesmo nome, onde os prêmios não são para os apostadores, mas os prêmios são para questões sociais e você financia ações. Ou então, como é o caso do Unitaid, a cobrança de impostos chamados impostos solidários, ou seja, você faz uma taxação, cobra um imposto em cima de algum tipo de atividade econômica e esse imposto, ao invés de ir para o governo, esse imposto vai para ações, chamamos assim, na área social, né, para resolver problemas sociais. Então, o Unitaid está um pouco baseado, ele é uma estrutura do tipo mecanismo financeiro inovador, como eu falei antes, baseada na taxação de bilhetes aéreos. Foi criado oficialmente em 2006, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, e atualmente está sediada, hospedada pela Organização Mundial de Saúde, através de um contrato de hospedagem que existe entre a iniciativa e a Organização Mundial de Saúde. No âmbito da governança da iniciativa, nós temos um conselho de administração ou um conselho executivo que é formado por representantes do governo brasileiro, do governo do Chile, da Coreia do Sul, da França, Noruega, Reino Unido e um representante da União Africana, representantes de organizações não governamentais do Norte e as duas que estão atualmente representadas, ECTA, Paris e a Oxfam, e também representantes de comunidades afetadas pelas 3 enfermidades. Nós temos 2 representantes que vêm de países africanos, Zâmbia e, desculpe, mas eu esqueci o outro. A Fundação Bill e Melinda Gates faz parte do Conselho de Administração, ela solicitou a entrada no Conselho e os outros membros do Conselho aprovaram a sua entrada. A Organização Mundial de Saúde faz parte do Conselho, mas não tem direito a voto, né, só tem direito a observar, na medida em que ela hospeda a iniciativa. E, além disso, você tem um secretariado executivo que, na sua proposta original, se propõe a ser um corpo técnico enxuto, né, não muito grande, que dê conta de encaminhar as decisões feitas no âmbito do Conselho de Administração. Essa iniciativa já conta com muitos parceiros, né, aí estão enumerados alguns deles, a Organização Mundial de Saúde, né, como nosso hospedeiro, o Fundo Global, que é um parceiro importante, como eu vou falar um pouco mais adiante, Stop TB Partnership, relacionado à tuberculose, Robeck Malária, relacionado à malária. Esta fundação, que é uma fundação relacionada ao campo de diagnósticos de insumos laboratoriais, que chama FIND, UNAIDS, Unicef e a Fundação Clinton. Eles estão com asteriscos porque a Unicef e a Fundação Clinton eles têm um caráter diferente como parceiros do Unitaid, porque eles implementam as ações do Unitaid. Não somente os dois, mas eles são as 2 instituições mais importantes no que diz respeito ao alcance dos objetivos do Unitaid. Então, a missão do Unitaid é contribuir para ampliar o acesso aos tratamentos de HIV/AIDS, tuberculose e malária, principalmente em países de menor desenvolvimento econômico, né, os chamados low income countries, por meio da produção da redução de preços de insumos de diagnóstico e tratamentos de qualidade e da aceleração dos procedimentos que permitem maior disponibilidade e acessibilidade desses insumos. Ou seja, aquilo que a gente discutiu na mesa hoje de manhã é uma questão extremamente importante para o Unitaid, na medida em que o Unitaid ele não é um implementador de projetos, ele não financia projetos, mas ele promove maior acesso a determinados produtos que eu vou falar em seguida, por meio dos nossos, que a gente chama sócios implementadores.
com principais características, ou principais temas com os quais a Unitad se debate. Nós temos a questão do impacto de mercado, né? Eu trouxe o termo em inglês porque eu não sei se a tradução boa é impacto de mercado, mas que tem a ver com a redução das barreiras que são do mercado farmacêutico, que dificultam o acesso aos tratamentos, né? Então, alguns exemplos de barreiras: a questão da propriedade intelectual, que a gente vem debatendo aqui, a falta de concorrência, né, para um mercado extremamente oligopolizado, a precariedade dos serviços de distribuição, que foi o que a gente discutiu vastamente hoje de manhã, e a questão da logística de insumos. Uma outra característica da Unitad é que ela se propõe a ser adicional em relação a iniciativas já existentes, né? Porque na medida em que a gente reconhece que existem outras iniciativas de maior peso em termos financeiros, como é o caso do Fundo Global, a gente acha importante que a Unitad adicione algum tipo de valor a essas iniciativas já em curso e não comece coisas em países que a gente sabe que não vai poder encontrar respaldo ou continuidade por parte da contrapartida local. Unitad, como eu já mencionei, ele não é orientado por demanda, ou seja, a Unitad não recebe projetos que financia, mas, ao contrário, ele promove que instituições interessadas estabeleçam propostas, que a gente chama de concept notes, para responder aos 4 nichos de atuação que eu vou mencionar em seguida. Ou seja, é diferente do Fundo Global. No Fundo Global, os países apresentam propostas para serem financiadas. No caso do Unitad, não. O Unitad faz chamadas dizendo: queremos uma organização que trabalhe com o tema de, por exemplo, acesso a medicamentos de segunda linha em tais e tais países, né? E aí, organizações internacionais ou nacionais apresentam propostas, essas propostas são avaliadas por um comitê de especialistas. E há um compromisso financeiro de longo prazo por parte dos doadores, justamente porque os recursos são previsíveis. A gente sabe que, se não houver nenhuma crise muito grande, as pessoas vão continuar viajando de avião. Então, esses é um tipo de recurso que a gente sempre vai ter à mão na medida em que a fonte ela é facilmente identificada, a fonte do recurso. No caso brasileiro, e também, se eu não me engano, no caso do Chile e do Reino Unido, não houve uma taxação de bilhetes aéreos. O que o governo brasileiro está fazendo, ele está com um projeto em andamento no Congresso Nacional para ser votado, mas você estabelecer uma estimativa de passageiros voados e fazer uma contribuição com recursos do governo para a iniciativa, né? Com a aprovação da lei, se garante o compromisso de que este repasse de recursos vai se dar de forma permanente ao longo dos anos. Diferentemente da França, que de fato está taxando bilhetes aéreos, né? Então o governo francês recolhe a taxação correspondente das companhias aéreas. Rapidinho, os principais nichos de atuação da Unitad provisão de antirretroviral de segunda linha, provisão de antirretroviral pediátrico, provisão de doses fixas combinadas, né, ACT, para malária, tratamento da tuberculose multiresistente e apoio ao processo de pré-qualificação da Organização Mundial de Saúde para fomentar a entrada de genéricos, agilizar a entrada de genéricos no mercado. Este último não é um nicho, né, mas esse último é uma estratégia. Eu diria que é a mais problemática do ponto de vista da Unitad, justamente porque a morosidade da Organização Mundial de Saúde e das questões políticas em volta do sistema de pré-qualificação impedem com que esse sistema seja mais ágil. Mas a gente precisa de uma pressão muito grande para conseguir isso. Eu vou passar aqui direto para a gente ao que interessa. No campo do HIV/AIDS, a Unitad já investiu 407 milhões de dólares e conseguiu uma redução nesses 2 anos de atuação de 60% no preço de antirretrovirais pediátricos
e aí eu esqueci de colocar uma redução da ordem de 40% em medicamentos de segunda linha. Dos programas apoiados por Unitaid, 170 mil crianças já foram assistidas e 25 países estão recebendo antirretroviral de segunda linha com recursos da Unitaid, o que atinge aproximadamente 50 mil pacientes. Os projetos na área de medicamento de segunda linha e medicamento pediátrico têm sido feitos em parceria com a Fundação Clinton. E o aumento da cobertura de gestantes testadas para o HIV em 8 países, atingindo cerca de 820 mil gestantes testadas para o HIV, 95 mil mulheres soropositivas em acompanhamento, em tratamento, e 43 mil crianças também em acompanhamento antirretroviral. Este projeto, essa ação, é implementada com apoio do Unicef. Com relação à tuberculose, nós não temos resultados ainda muito tangíveis, no entanto, nós temos projetos em andamento nos quais já se investiu ou se comprometeu 146 milhões de dólares, e os objetivos desses projetos visam reduzir o tempo de oferta de tratamento. Alguns países têm demorado de 6 a 3 meses para ofertar tratamento para pessoas com tuberculose multiresistente, e o que se pretende é reduzir esse tempo para 3 semanas, na medida em que é necessário tratar de forma mais precoce, reduzir em 25% no preço dos medicamentos para tuberculose multiresistente até 2011, aumentar a cobertura de diagnóstico para tuberculose multiresistente, e atender cerca de 15% dos casos de tuberculose multiresistente no mundo. Onde, desses casos, 750 mil são crianças. E diagnóstico precoce para tratar pessoas que ainda não desenvolveram resistência, porque se você trata bem essas pessoas, você impede a manifestação da resistência. Na questão do paludismo, a gente tem um investimento também de 317 milhões de dólares, atuando basicamente em 2 áreas, prevenção e tratamento. Então, a Unitaid está apoiando a aquisição de mosquiteiros, os bed nets, que já estão sendo distribuídos. A gente pretende distribuir até o final de 2010 20 milhões para países africanos, e tratar pessoas com ACT, que é uma dose fixa combinada, tratando a ordem de 54 milhões de pessoas. E, além disso, a Unitaid é um dos principais financiadores de uma iniciativa que chama AMFM, que é Affordable Medicines for Malaria. Affordable Medicines Facility for Malaria, que é uma iniciativa hospedada no âmbito do Fundo Global, que tem a finalidade de impactar no mercado de medicamentos para o paludismo. Como conclusão, então, eu acho que a contribuição principal do Unitaid é justamente trabalhar em nichos onde o mercado ele é extremamente concentrado, vamos dizer assim, para não dizer oligopólios, e criando alternativas e possibilitando estímulo à inovação nessas áreas. E, além de tudo, pensar a resposta a essas 3 epidemias dentro de uma perspectiva mais desenvolvimentista, ou seja, não é um problema somente das autoridades e das pessoas que lidam com saúde pública, mas é um problema que afeta o desenvolvimento das nações e, no entanto, precisa de uma perspectiva um pouco mais intersetorial na resposta. Mas a questão principal é a questão do impacto no mercado e da remoção de barreiras de mercado que impedem ou dificultam o acesso. Muito obrigado. Obrigada, Passarelli. Passamos agora a Sinatá Kula Shiro, do Ministério de Saúde de Camarões. Sim? Attends, avant qu'on ne mette mes diapositives,
Je voudrais tout d'abord m'excuser parce que les diapositives sont en anglais, mais je vais parler en français. Mes diapos, s'il vous plaît. Alors, ma présentation va porter sur effectivement le financement des programmes nationaux d'accès aux ARV. Quelle influence? C'est le titre qui m'a été donné. Moi-même, je ne suis pas économiste, je suis médecin infectiologue et je travaille également au niveau du ministère de la Santé publique. Merci pour les diapos. Alors, voilà. Je voudrais tout d'abord, pour commencer, vous présenter le Cameroun. Comme vous voyez, l'Afrique, le Cameroun se trouve, c'est juste, je n'ai pas de... C'est ça, en Afrique, le Cameroun se trouve en Afrique centrale, c'est juste après le Nigeria, qui est le grand pays à sa gauche, et comme vous voyez, il y a le Tchad au nord-est, le Nigeria qui tout au long de l'ouest, et puis il y a la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Et tout ce bloc forme donc l'Afrique centrale. Donc c'est un pays de l'Afrique centrale. Le Cameroun, depuis 1 an et demi, est classé maintenant parmi les pays à revenus moyens, mais inférieurs. Ce n'est pas parce que selon les classifications de la Banque mondiale, la population est d'environ 17 millions. Tout à l'heure, on vous a montré 16 millions et demi. Bon, ben, c'est environ 17 millions. Et sous les 17 millions, environ 8 millions ont moins de 15 ans. 50% environ vivent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et l'épidémie du VIH est une épidémie type généralisée, bien qu'il y ait des groupes plus vulnérables tels que les camionneurs, les professionnels de sexe, etc. Il est estimé depuis 2009 qu'environ 543 294 personnes vivent avec la maladie, sont infectées et que 153 108 personnes sont éligibles au traitement. Ces chiffres ont été revus récemment parce que c'était moins il y a environ 1 an et demi. Alors, juste l'historique sur le mouvement vers l'accès. Le mouvement vers l'accès, moi je voudrais commencer ce mouvement en 2001 parce que c'est en 2001 que effectivement les Nations Unies ont organisé l'Assemblée générale extraordinaire qu'on a appelée UNGAS, United Nations General Assembly Special Session, qui se focalisait sur le VIH, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un problème, véritablement en 2001. Et c'est tout au long, donc à partir de 2001, que tous les mouvements vont s'enchaîner et qu'on va arriver à la mise en place du Fonds mondial, de l'UNITAID, etc., entre 2001 et 2004. Alors, la course vers l'accès aux antirétroviraux, comme je venais de dire, est partie donc de 2001 où c'était surtout la prévention, mais c'est surtout en 2003 avec le slogan aussi de l'OMS. Alors, qu'est-ce de l'OMS sous le 3x5, donc qui préconisait mettre environ 3 millions de personnes dans des pays à ressources limitées, 3 millions de personnes sur traitement ARV. Mais malheureusement, ces 3 millions, on les a atteints qu'en 2007, ce qui est une bonne chose parce que c'était quand même une bonne initiative, même si en 2005, on n'a pas pu mettre 3 millions de personnes, mais au moins on a atteint ce chiffre en 2007. Et ce qui était donc, qui créait un momentum important avec une couverture importante donc des traitements
d'accès au traitement pour les pays à ressources limitées. Et l'Afrique subsaharienne était particulièrement impliquée dans cet accès, et on voit que effectivement en fin 2007, plus de 2 millions de personnes, lorsqu'on compare avec en 2002 où il y a moins de 400 personnes qui étaient sous ARV en 2007, dans l'Afrique subsaharienne, plus de 2 millions de personnes sur les 3 millions ont accédé à ce traitement. Et ici, c'est juste pour vous montrer d'où on est parti, effectivement, de 2003. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai montré, le Cameroun qui est juste au bout là, et lorsque vous regardez le chiffre, c'est donc environ 50% des personnes bénéficiaires au Cameroun, selon les chiffres de 2007. En ce moment-là, environ 50% ont donc eu accès au traitement. Maintenant, on peut très rapidement parler de l'expérience donc de la montée en puissance de ce programme d'accès au niveau du Cameroun, qui a commencé peut-être en 2000, parce que c'est en 2000 que le Cameroun a pris connaissance, enfin, a véritablement élaboré son plan stratégique. Et dans ce plan stratégique, il était prévu effectivement la mise sous traitement antirétroviraux, malgré que le Cameroun n'avait pas de moyens. Mais c'est en 2001 que, à travers le programme Access, que le Cameroun a commencé à avoir les ARV, mais le Cameroun avait, comme on a montré ce matin, s'est retrouvé devant le fait qu'il ne pouvait pas payer les médicaments, même malgré ce programme Access, et le Cameroun a opté pour signer un Memorandum of Understanding avec les firmes génériqueurs les génériqueurs indiens. Donc, jusqu'à maintenant, le Cameroun a donc cette politique où les deux, que ce soit les génériques et les spécialités, sont utilisés. En 2004, il commence donc la véritable approche santé publique préconisée par l'OMS, parce que le Cameroun avait été choisi parmi les pays de 3x5. Pour accompagner son programme, le Cameroun a demandé à l'Agence nationale de recherche sur le sida de mener un certain nombre de recherches pour voir quel est le progrès en termes de la mise en place et de l'exécution de ce programme d'accès. Tout au long, donc, on va voir qu'on a eu donc des subventions pour le traitement antirétroviraux avec le paiement partiel et par l'État et par le Fonds mondial. Et c'est depuis 2007 que le traitement à ARV est devenu gratuit au Cameroun. Alors, lorsqu'on regarde donc l'impact de ce financement, on voit comment on est parti d'un coût qui coûtait d'un coût des triples thérapies de 600 000 francs CFA, qui représentent environ, je crois, 1 000 € par patient et par mois, et qu'on est arrivé à 0 en 2007. Ici, si vous comparez donc au même moment où la courbe dégraisse, enfin, il y a une diminution des coûts, il y a une augmentation, n'est-ce pas, du nombre de patients sous traitement. Ici, c'est pour montrer aussi la file active des enfants, parce que ce que je vous ai montré préalablement était chez les adultes. Et alors, comment est-ce que le Cameroun, en dehors de financement, mais en dehors de chiffres, la distribution, n'est-ce pas, de cette prise en charge? Cette carte, c'est juste pour vous montrer que 10 régions au Cameroun, l'ensemble des 10 régions étaient impliquées, et le programme est basé sur non seulement d'abord le programme commençait dans les grandes villes, d'abord les 2 capitales, c'est-à-dire à Douala et à Yaoundé, ensuite les 10 capitales des régions, et qui sont devenues par la suite ce qu'on a dans un processus de mentorship ou de tutorat, ces grands hôpitaux
ont donc tout autour des hôpitaux de district qui sont donc sous leur tutorat. Il faut dire ici que le programme de santé au niveau du Cameroun est basé sur une forme pyramidale avec au niveau le plus élevé les hôpitaux généraux et centraux, les hôpitaux au milieu, les hôpitaux régionaux et en bas, les hôpitaux des districts. Alors, quels sont les traitements qui sont utilisés? Comme vous voyez là, en termes de traitement de première ligne, plus de 60%. C'est vrai que ceci est en train de diminuer, mais plus de 60% des adultes bénéficiant de première ligne sont sur la combinaison lamivudine, névirapine ou efavirenz, avec soit AZT ou soit 3TC. Ceci également pour, je viens en arrière, excusez-moi, alors, donc plus de 60%, et quand on regarde chez les enfants également, mais on constate que en plus de cela, chez les enfants, qui est environ 35%, 34% des enfants bénéficient d'autres types de première ligne. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une étude qui a démontré qu'au bout de 24 mois de traitement, en regardant les différents traitements qui contenaient soit l'azidovudine ou le DKT, bon, c'est plus que la survie des patients était pareille au bout de 24 mois. Bien que par la suite, on a démontré quand même que les effets indésirables liés au DKT sont plus importants, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est en train de diminuer un peu l'utilisation de Triomul dans la première ligne. Alors, quelles sont les sources quelles sont les sources de financement? Ceci a été démontré tout à l'heure par Fred Eboko. Et quels sont donc qu'est-ce qui est financé? En termes de médicaments de première ligne, c'est surtout le Fonds mondial qui paye 50% de traitement de première ligne et 50% est payé par le gouvernement. La deuxième ligne, c'est l'UNITAID qui a largement été présenté ici, mais tous les médicaments pédiatriques sont payés par l'UNITAID et avec le suivi par la Fondation Clinton. Il y a les médicaments contre les infections opportunistes et les salaires pour les agents communautaires qui sont payés en partie par le Fonds mondial et en partie par le gouvernement. Mais il faut aussi dire qu'en dehors des médicaments, parce que quand on dit accès aux ARV, il faut dire quelles sont aussi les autres interventions pour accéder, parce que le médicament arrive, mais il faut donner le médicament, il faut suivre. Donc, il a été mis en place un système de suivi à domicile, un continuum de soins, et un recrutement a été fait à travers le financement du Fonds mondial. On a mis en place un groupe qu'on appelle les agents relais communautaires, mais qui n'existe pas dans la fonction publique. On verra plus tard quelles sont les contraintes liées à ce recrutement. Et évidemment, ce matin, quelqu'un a demandé que les associations, la société civile, ici, les personnes vivant avec le VIH interviennent beaucoup dans cette prise en charge. Le financement des examens biologiques pour accéder d'abord au traitement et les examens de suivi sont financés par le Fonds mondial. Alors, je vais vite finir, si vous me donnez 2 minutes. Alors, c'est bien de parler de financement, c'est une très bonne chose, comme on a vu, que l'accès au financement, à ces financements et à ces mécanismes innovants de financement, tous ces mécanismes ont permis quand même, comme nous venons de voir, de passer à l'échelle sur le traitement par ARV. Le traitement est devenu gratuit. Les enfants peuvent accéder au traitement.
Mais comme on le sait, plus on a des personnes qui sont sous traitement, comme dans d'autres pays, on s'attend à avoir de résistance au traitement de première ligne. Bon, je vous fais grâce des études qui ont montré qu'environ au bout de 2 ans, 16% de la population sont résistants à ces premières lignes. Alors, ces premières lignes, en ce qui concerne le Cameroun, le Fonds mondial va finir, le financement finit fin 2009. Le Cameroun n'a pas eu accès au 8e round. Le Cameroun est en train de demander pour la 9e ronde. Au cas où la 9e ronde, je dis comme ça, mais j'espère que ça ne va pas arriver, supposons que le Cameroun n'a pas accès au financement de 9e ronde, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces patients qui sont sous traitement? Voilà, ce sont donc des questions réelles qu'il faut poser et le Cameroun, le gouvernement est déjà en train de se poser des questions et de chercher et de s'arracher les cheveux pour voir comment intervenir par rapport à cela. Ce financement a permis, en recrutant les agents de relais communautaires pour améliorer l'adhérence au traitement et aussi l'éducation thérapeutique. Mais le problème toujours dans la chaîne de distribution de médicaments, il faut dire aussi que, étant donné qu'on n'a pas suffisamment de capacité, non seulement pour voir combien de personnes vont accéder au traitement, souvent lorsque les hôpitaux commandent les médicaments, on se rend compte que la structure d'achat n'a pas suffisamment de médicaments et on a donc le problème de rupture de stock parce qu'il n'y a pas de capacité pour, tel que ça a été montré ce matin avec le Brésil. Je suppose que le système est tellement mis en place qu'on ne peut pas avoir de rupture de stock, alors qu'au Cameroun, on a de temps en temps les ruptures de stock. Alors, j'ai lu il y a juste quelques jours avant, pendant que je préparais cet exposé, que la Banque mondiale, le 23 avril, vient de dire que compte tenu de la crise mondiale, de la récession qui risque de se passer, la Banque mondiale qui soutenait les financements de la santé va donner 3,1 milliards de dollars américains, ce qui triple donc sa donation de 1 milliard à 3 milliards pour financer la santé en 2009. Juste autre question, c'est quand il y a des résistances, c'est vrai que tous ces financements ont permis également de mettre en place, l'OMS a mis en place un réseau de suivi de résistance. Mais réseau de suivi de résistance au niveau de la population, au niveau général, au niveau national. Mais qu'en est-il des individus? Quand les individus doivent faire leur bilan pour voir à quel traitement, quels sont les traitements qu'ils doivent avoir, quels sont les examens, qui va payer pour cela. Alors, je vais terminer en disant que toutes ces contraintes ont amené il n'y a pas longtemps des mouvements sociaux au niveau du Cameroun et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de voir et nous devons donc réfléchir sur les conclusions qui sont, les nouveaux mécanismes de financement ont permis le passage à l'échelle des programmes d'accès de nombreux pays. Mais la grande question qui reste, c'est comment rendre pérenne la disponibilité de financement. Et peut-être aussi l'une des pistes de solution serait la coopération sud-sud et publique-privée pour la production locale des ARV. Est-ce que ce n'est pas là une piste et que peut-être le Brésil puisse aussi, avec les autres pays du Sud, que nous commençons à réfléchir sur comment collaborer. Merci. Merci Sinata. Vous voyez, on a dit qu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé, etc. Mais il y a aussi des menaces d'interruption de programmes majeurs, pour l'Afrique subsaharienne en tout cas. Donc on est loin du compte. On peut aussi rajouter à l'occasion du 8e round, pour la première fois, n'a pas pu financer l'intégralité des programmes qui avaient été validés
par le TRT, par le comité technique. Ce qui veut dire que dans la mobilisation des fonds, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ceci dit, et comme ça on ouvre la discussion, la mobilisation pour obtenir les fonds nécessaires, hein, elle sera d'autant plus efficace que le public, les donateurs, aura la garantie que cet argent est bien dépensé et dépensé de manière efficiente. C'est pour ça que les deux questions sont liées, hein, à savoir la mobilisation des fonds et l'usage efficient des fonds. Et l'usage efficient des fonds, on retombe sur comment ces fonds sont mis à disposition, comment ils sont utilisés, et est-ce qu'on peut effectivement tirer le maximum de ces fonds. Je ne veux pas introduire de thème polémique, mais quand même, pour ne prendre que le Fonds global, qui est une institution multilatérale que je défends becs et ongles, hein, qui a un rôle absolument fondamental, en fonction des demandes qui lui sont faites, les personnes traitées peuvent coûter de 150 $ à 3000 $, suivant qu'on achète des trucs brevetés ou pas. D'abord, ça pose un problème d'équité. Est-ce qu'il est normal qu'un patient d'une zone géographique, il faille lui allouer 3 000 ou 3 500 $ par personne, pendant qu'un patient d'une autre, on lui alloue 150 $. Et ensuite, ça pose un problème de fond sur la pérennité de la levée des fonds. Est-ce qu'on va pouvoir tout le temps continuer à lever des fonds auprès du public s'il comprend qu'il y a des trithérapies disponibles à 150 $ et qu'on les achète à 3 500 $? Vous voyez? Donc, je veux dire, il y a des vrais problèmes. Moi, je ne suis pas pour cacher les problèmes, je suis pour les anticiper. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut donner la parole au public, hein, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ouais. Voilà, on y va. Você quer dizer uma coisa? Ok. Bom. Ao Dr. Fred Eboco, que eu encontrei extremamente interessante, me pareceu bastante completo, o seu mapeamento das organizações internacionais. Vou repetir que ele agora que colocou. Me pareceu extremamente relevante, bastante completo, o mapeamento que o senhor fez, que o doutor mostrou, das organizações internacionais relacionadas com o programa de acesso a antirretrovirais. E eu gostaria de saber se esse mapeamento, em que medida, permite compreender a governança global no que diz respeito ao próprio programa. Esse mapeamento, como que passamos do mapeamento a como se dá a governança. Benjamin, qu'est-ce qu'on prend les questions? Ok, alors on y va pour les questions. Fabienne, oui. Alors j'ai une question à Fred Eboco aussi. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est au sujet du Botswana. M'a semblé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas? Qu'est-ce qu'ils sont? C'est Fabienne. Ah, celui-là. Excuse-moi, Fabienne. Je suis un peu distraite après. J'ai une question au sujet de ce qui m'a choqué, enfin, si j'ai bien compris, concernant le Botswana. J'ai été marquée par les 24% d'incidence au Botswana, si c'est bien ça, avec un programme botswanais qui existe depuis très longtemps et qui semble a priori efficace. Donc j'aurais aimé savoir quel lien on peut faire avec cette prévalence spécialement élevée au Botswana, alors que c'est quand même un programme qui existe depuis longtemps. Est-ce qu'on peut faire un lien avec son modèle, justement? Est-ce qu'il y a un lien avec le financement? Enfin, autour de cette question-là. Parce que 24%, c'est quand même très impressionnant. Très élevé, oui. Meu nome é Cazu, Federação de Bandeirantes do Brasil. Nós estamos aqui discutindo o acesso a medicamento. E eu estou ouvindo todas as falas, a gente está aqui falando em acesso, em compra de medicamento, quebras de patente, etc, etc. Eu, enquanto pessoa vivendo com AIDS há 20 anos, gostaria de pedir, né, a um próximo seminário sobre acesso, que se discuta formas realmente da pessoa vivendo com AIDS ter acesso ao medicamento. Principalmente hoje em dia, onde
a AIDS está afetando as pessoas mais pobres. Eu vou dar um exemplo muito fácil de acesso. Gostaria que a mesa, né, pegasse essas águas aqui. Vocês estão com muita sede, precisando de água. Eu estou aqui disponibilizando água para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem essa água sem sair dessa mesa. Ou arrumar alguma estratégia para que essa água chegue até vocês, né, para que vocês possam matar a sede. Onde eu quero chegar com isso? Da gente inserir, né, estratégias de fazer esse medicamento chegar, porque senão eu vou comprar um monte de água aqui, eu vou deixar aqui, vocês estão com sede, pode vir beber, pode vir beber. Quando é que vocês vão beber a água sem ter condições dessa água chegar até vocês? Então, de se investir em projetos, se investir em estratégias para o medicamento chegar até as pessoas. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum, né, as pessoas pobres abandonarem o tratamento porque não tem dinheiro de passagem para ir até o posto de saúde buscar medicação. Nós não temos esse programa de agente comunitário domiciliar, né, que vai atender esse paciente. Então, da gente também não só levar a discussão de acesso ao medicamento somente na compra ou em baixa, né, de preços. Temos que discutir realmente o acesso, dar o acesso e não disponibilizar o medicamento para as pessoas com AIDS se elas não têm condições de chegar até o local onde o medicamento está sendo dispensado. Obrigado. Podem vir pegar água. Merci, mais je crois qu'on est tous conscients que c'est une vraie question. Il y a des réponses qui peuvent être données, mais il y a surtout du travail à faire, c'est sûr, c'est sûr. Autre question? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora Senata. A senhora terminou a apresentação com essa proposta, com essa ideia, que é uma ideia que você encontra em muitos lugares sobre a cooperação Sul-Sul e as possibilidades de uma produção Sul-Sul. Então, eu queria perguntar se a senhora tivesse alguns mais comentários sobre se dentro da política de Camarão, se vocês estão conversando sobre essas possibilidades e quais são, você vê como as barreiras para realizar um tipo de cooperação dessa. Se parece uma solução tão fácil, mas quais seriam para vocês os problemas para fazer um programa dessa? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Koulachi-Roux. Eu, infelizmente, cheguei no final da mesa, mas no gráfico que a senhora apresentou com relação aos esquemas terapêuticos, eu tinha a impressão acho que eu vi que o tratamento de primeira linha prioritário, ele é lamivudina, estavudina e nevirapina. É bem isso mesmo que eu vi? Estavudina. Bom, estavudina ela é bastante contestada, né? No Brasil a gente não utiliza mais a estavudina por causa de problemas, inclusive nesse regime terapêutico. O regime que a gente utiliza mais é lamivudina, zidovudina, nevirapina. Estavudina a gente, enfim, vai tirar inclusive do consenso. Porque se Camarões é ele utiliza uma aquisição de medicamentos genéricos. Zidovudina é disponível no mercado a preço bastante reduzido. Por que utilizar ainda esse regime com estavudina? Se foi isso que eu vi, eu entendi que era D4T, 3TC. Bom, enfim, fica a pergunta. Okay. Aproveitando a pergunta da Cassandra, eu gostaria de acrescentar uma pergunta, né? Quando se fala da solução Sul-Sul, eu gostaria de saber, realmente é desconhecimento, se existe alguma intenção, ainda que seja só no papel, de produção, de capacitação para a produção local, alguma coisa nesse sentido, né? Porque quando se fala da cooperação Sul-Sul, justamente em que base ela se daria? Qual seria a proposta? Je propose qu'on donne la parole aux gens de la table et puis on va clôturer. On aura pratiquement rattrapé tout le retard accumulé. Hein. Donc au moins cette table ronde aura eu une fonction. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais répondre comme ça en vrac. Je vais commencer par la dernière question
sur la coopération sud-sud, qui ont été questions posées par 2 personnes. Alors, en parlant de la coopération sud-sud, il me semble que ce n'est pas la première fois que cette idée a été lancée. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de slogans, de voir comment concrètement les gens peuvent travailler. Je prends l'exemple, l'ambassade du Brésil existe au Cameroun. Je pense que le Cameroun aussi a l'ambassade ici. Nous avons reçu juste au moment avant de venir un papier où le Brésil dit on voudra travailler, faire une coopération. J'espère, je pense que j'ai amené ce papier avec moi, avec le Cameroun, et on nous demande de définir dans quel domaine on peut coopérer. Ah, je me suis dit, je suis en train d'aller au Brésil, et un papier comme ça, est-ce que ce n'est pas une opportunité qu'il faut saisir? Donc, je pense qu'on peut aller au-delà du slogan, s'asseoir et déterminer quels sont les types de coopération, effectivement, qu'on peut avoir et ça peut commencer par des étapes de formation, étapes de capacitation, etc. Mais je pense que ce sont des choses qu'on peut faire. Je voudrais dire ici que c'est vrai que le Cameroun a commencé même des discours déjà avec les génériqueurs indiens. Mais s'il y a la capacité, est-ce que l'un empêche l'autre? C'est la question que je me pose. Mais je pense qu'il faut voir. Je n'ai pas lancé ça comme ça, je l'ai dit et j'y crois. Je pense que s'il y a des possibilités, ce sont des choses qu'on peut voir. La question de Christina sur pourquoi on utilise encore la stavudine. Je vous ai montré les chiffres qui ont été communiqués par le Comité national de lutte contre le sida en vous disant, voilà ce qui a été utilisé, 60%. Et j'ai ajouté, peut-être vous n'avez pas suivi, que ceci est en train de changer. Parce que nous-mêmes, dans nos directives, si j'ai une copie de nos directives, les directives qui ont été élaborées il y a 2 ans, étant donné que nous-mêmes, nous avons travaillé sur la thriomune, et nous avons fait des publications que c'est un médicament accessible, etc. Mais par la suite, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de complications et on a dit qu'il faut inverser maintenant. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il y a moins de commandes de médicaments contenant la stavudine que des médicaments qui contiennent l'association AZT3TC. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a certains patients qui sont sous traitement déjà et où ça marche. Et alors, si ça marche, comme on dit en médecine, ce qui marche, on ne change pas. Alors, du coup, est-ce que vous allez arrêter? C'est vrai qu'en Europe et en Amérique, on a retiré, on n'utilise plus, mais je pense que nous sommes dans le processus où nous sommes en train d'inverser cette tendance. Il y a aussi le médicament, la question sur comment, avec les bouteilles, comment est-ce qu'on accède réellement au traitement? Alors, au niveau du Cameroun, il y a, comme vous voyez, il y a environ, en ce moment, 230, je pense, 230, si je ne me trompe pas, de centres de traitement agréés et d'unités de prise en charge. Je vous ai montré notre graphe. Ce qui veut dire que lorsque les patients arrivent, ils viennent en consultation, le médecin les voit, on fait les examens biologiques. Là, maintenant, on a même encore diminué parce qu'on s'est rendu compte que les examens étaient une barrière. Donc, l'examen qu'on fait premièrement maintenant, c'est qu'on fait tout de suite, lorsque le VIH est positif, on fait le CD4 à 3 000 francs CFA. 3 000 francs, c'est environ 2 € ou bien même moins, non, pas 3 000 francs, c'est combien en euros? Bon, enfin, 3 000 francs, c'est 5 €. Et une fois que la personne entre dans les définitions des cas, son dossier est envoyé au comité thérapeutique dans des grandes villes et il y a un collège de médecins, des infirmiers, des associatifs
qui, en regardant son dossier, dit « Ah, la personne a besoin de tel traitement ». Et selon les endroits, moi, dans l'hôpital où je travaille, par exemple, c'est le mercredi qu'on étudie les dossiers. Et le jeudi, les malades viennent chercher leurs médicaments, ils viennent revoir leur médecin, ils viennent chercher leurs médicaments à la pharmacie où on dispense des médicaments. Voilà un peu comment les malades accèdent directement et au bout de 2 semaines, ils reviennent voir leur médecin. 15 jours après, c'est ce qui est prévu. Et après, maintenant, ils viennent tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an. Voilà un peu comment ils accèdent au traitement. Merci. D'accord, je vais essayer d'aller assez vite. La première question qui m'a été posée concernait la gouvernance. Comment on peut qualifier en quelque sorte cette gouvernance? En fait, elle varie suivant les pays. Et c'est une question tellement importante qu'on a travaillé là-dessus pendant 3 jours la semaine dernière avec les collègues à Ouagadougou. Et on était arrivé aux conclusions suivantes que je vous donne très rapidement. On avait un peu surnommé la gouvernance du sida au Burkina Faso, où il y a énormément d'intervenants, la diplomatie de l'humanitaire. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est considérablement ouvert. C'est un pays qui s'est considérablement ouvert sur les partenaires internationaux et où l'État est devenu juste un coacteur de l'action publique contre le sida, contrairement au Botswana où c'est vraiment un État fort ou un État régulateur qui régule l'action publique sur son territoire. Et le Cameroun est situé vraiment entre les deux. Il est vraiment un intermédiaire, mais dans tous ces pays, le besoin de partenaires se fait sentir, mais ils ne sont pas du tout régulés de la même manière suivant la force de l'État. La deuxième question, c'était celle de Fabienne sur le lien entre les taux de séroprévalence et le modèle botswanais. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre un système de santé performant et un taux de séroprévalence très élevé parce qu'ils ne relèvent pas de la même chose. Le système de santé botswanais, ce n'est pas le système de santé botswanais qui était censé faire la prévention, ou en tout cas il a fait très mal. Bien avant qu'on ne commence un accès massif aux antirétroviraux au Botswana, ceux qui connaissaient le pays avaient déjà prévu que quand on allait passer aux médicaments, le Botswana allait donner une leçon au monde. Mais la question de la prévention reste complètement entière et aujourd'hui, les taux de séroprévalence ne diminuent pas au Botswana. La prise en charge fonctionne très bien, mais la prévention reste un problème entier sur laquelle plusieurs groupes et personnes sont en train de travailler. Je voulais juste dire un mot par rapport à la coopération Sud-Sud et sortir un peu du volet matériel. On peut aussi s'inspirer de choses qui sont symboliques d'un pays à l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse depuis que je suis au Brésil, comme ça m'a intéressé aussi en Europe, c'est la capacité d'être en colère devant des situations qui nous indignent. Et moi, ce qui m'a indigné sur le continent africain pendant un peu plus d'une décennie, c'est que le monde entier parlait du drame africain sans les Africains. J'ai commencé à entendre la colère des Africains, notamment en Afrique francophone, relativement récemment. Et cette colère-là, elle peut aussi se transporter, on peut aussi s'inspirer de cette colère. Et ça fait aussi partie de la coopération Sud-Sud. Embora não tenha sido feita nenhuma pergunta diretamente para mim, eu gostaria de comentar um pouco a provocação feita pelo Cazu e também juntar um pouco com a pergunta muito específica da Cristina. A gente, por exemplo, na questão de doses fixas combinadas, né, a gente tem ainda alguns grandes problemas, ainda que a gente não já tenha solucionado, vamos dizer assim, para essas drogas, a questão das limitações impostas pela propriedade intelectual. Ou seja, a gente tem medicamentos que já não estão mais protegidos por patente, né, que poderiam facilmente estar sendo produzidos, facilmente entre aspas, mas poderiam estar sendo produzidos localmente, né, no Brasil e em outros países, países em desenvolvimento, mas isso não ocorre e eu também me pergunto por que isso não ocorre. E daí os governos e os médicos são obrigados a adotar regimes terapêuticos, muitas vezes não são tão aconselháveis do ponto de vista clínico, mas é aquilo que está mais disponível e mais à mão, e apesar de suas vantagens terapêuticas, tem algumas desvantagens em termos de efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, no caso dessa combinação D4T, nevirapina e 3TC, lamivudina, de fato, não é a combinação ideal, mas do ponto de vista do acesso, ela é a mais acessível, porque você tem produtores genéricos fazendo ela na Índia em formulações extremamente adequadas e palatáveis para crianças, por exemplo,
né? Ao passo que nós, aqui no Brasil, que não temos restrições patentárias com relação a essas drogas, ou a combinação mais ideal, que seria a ZT, 3-TC e nevirapina, ou agora efavirenz, que a gente poderia fazer, a gente até hoje não conseguiu ter essa formulação, pelo menos na prateleira, disponível para o paciente. E aí entra aquilo que o Cazu fala, assim, há um hiato entre a disponibilidade do medicamento e o acesso, de fato, do paciente a este produto, né? Porque não adianta chegar na prateleira, ele precisa sair da prateleira, ele precisa ser, de alguma forma, assimilado, literalmente, pelo paciente. Unidades, de uma certa maneira, e em alguma medida o Fundo Global, se debatem bastante com essa questão de fazer com que o medicamento chegue, de fato, à boca do paciente, né? Mas há um ponto que ainda há muita dificuldade de ser transposto, que diz justamente respeito a encontrar mecanismos que fomentem ou que favoreçam uma maior relação entre o serviço e a comunidade, né? A estratégia que você aponta seria uma das soluções, a do Programa de Saúde da Família. Isso não é só uma coisa brasileira, você tem isso em outros países. Mas, ainda assim, esses programas, embora eles sejam baratos, eles ainda são difíceis de ser implementados na medida em que você não tem profissional treinado, na medida em que você não tem uma organização do sistema para comportar esse tipo de programa. Mas eu acho que você dá o problema e dá a solução também. Eu também acredito que a via seria você trabalhar com agentes comunitários de saúde e entender que o tratamento à AIDS ele é um tratamento que pode ser feito em grande parte, não totalmente, mas em grande parte, no nível da atenção básica, né? Não é um tratamento de alta complexidade, como se acreditava no início, né? Ele tem uma parte que é complexa, mas grande parte do tratamento, principalmente para pacientes virgens, poderia ser feita e deve ser feita na atenção básica. Então, eu acho que isso que você provoca, eu acho que é extremamente interessante. A gente tem que fazer uma aproximação entre a AIDS e a atenção básica. No Brasil, isso já está acontecendo, mas eu acho que a gente pode expandir. E isso me remete um pouco à questão que foi feita pela Cassandra, no que diz respeito à cooperação Sul-Sul, né? Existe um exemplo, no caso de produção, de cooperação Sul-Sul e produção, que é o apoio do governo brasileiro à implementação de uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique. É um projeto da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz ela está instalando, já instalou um escritório no país, em Maputo. E eu acho que a gente não sabe ainda, porque é tudo muito inicial, embora já seja uma promessa antiga do presidente Lula, agora que os muros estão sendo levantados. Mas eu acho que aí a gente pode encontrar um exemplo, e talvez usar isso como um caso piloto, de como é que dois países em desenvolvimento podem cooperar numa área que é uma área, aí sim, de complexidade, que é a produção de fármacos, né? Eu tenho muita esperança, embora eu acho que é um processo extremamente complicado, eu tenho esperanças de que Fiocruz, governo brasileiro e governo moçambicano vão conseguir encontrar, vão ter produtos interessantes no âmbito dessa cooperação. É uma fábrica de antirretrovirais. Mas ela tem impedimentos políticos, ela tem impedimentos legais, ela tem impedimentos da própria estrutura que está disponível em Maputo para esse tipo de coisa. Mas, enfim, há que se vencer os obstáculos e tentar encontrar mecanismos que possam depois ser transferidos ou extrapolados para outros países no continente africano, que eu acho que essa é a intenção não explícita, mas implícita do projeto entre os dois governos, entre Moçambique e... Mas aí entram questões de mercado que vão além da cooperação, né? Em que medida esses produtos que serão feitos no âmbito dessa cooperação, eles vão ser vantajosos em termos de mercado com relação aos produtos produzidos pela indústria indiana. A gente tem que pensar isso também. Porque muitas vezes, eu acho que a Eloan apontou isso hoje de manhã, a produção local ela pode ser mais cara, né? E aí a gente entra numa questão mais de fundo, no sentido de encontrar alternativas locais
que possam ser competitivas no mercado internacional. Perdão. Vou encerrar brevemente essa mesa dizendo o seguinte: nesse momento da gripe suína, de todo o alarme, né, que se criou, a questão da governança global, de doenças emergentes, o HIV/AIDS é certamente uma doença emergente com impacto brutal, né, uma pandemia. A questão que a Ana Célia colocou da governança global, né, dos mecanismos de governança, é essencial, né? A preocupação que Sinatá e Freg colocaram, né, desses financiamentos internacionais. O que se fazer quando, eventualmente, um financiamento desses é interrompido, né, sem que se crie a necessária capacidade local, né, sem que se crie os mecanismos de sustentabilidade. Então, a mensagem aqui é que nós temos experiências como a Unitag, né, que é uma experiência fantástica, mas ainda tem um escopo limitado, né? Está sendo feito todo um esforço para se ampliar o alcance da cobertura da Unitag, e nós temos, então, que conceber novas formas de governança global que permita que se tenha um mínimo de coordenação na ação internacional. Essa é a grande questão, né? Cada organismo segue por um lado, alguns promovem uma certa autonomia ao nível local, outros criam uma enorme dependência ao nível local, que é extremamente problemática. Quando a agência se retira, o país fica, especialmente na África, o país fica numa situação bastante complicada. Então, nós teríamos que ter mecanismos que permitissem avaliar e acompanhar essa atuação internacional, né? A cooperação Sul-Sul, ela é fantástica, ela tem um potencial enorme, mas ela tem que ser entendida dentro desse processo de governança global, ela não pode ser considerada isoladamente. Obrigada. Merci.